Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle émission de l'Atelier littéraire, une émission sur la culture, sur les livres, sur l'art, une émission organisée au Media Lab de l'Université catholique de Lille avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Erika Thomas. Erika, bonjour. Bonjour Alyosha. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci. Vous êtes professeur des universités à la FLSH de Lille, donc, où nous sommes ici. Vous travaillez aussi à l'Université d'Artois et vous êtes donc professeur des universités en cinéma audiovisuel et anthropologie visuelle. Vous êtes auteur de nombreux travaux qu'on va développer aujourd'hui, qu'on va présenter aujourd'hui. Un premier livre que je présente qui s'appelle « Les telenovelas entre fiction et réalité », qui est notamment une lecture politique de la télévision brésilienne. Vous travaillez notamment à partir de travaux de sociologie. Il y a le sociologue brésilien Roberto Ramos sur TV Globo. Donc on reviendra sur cette question aussi des médias. Donc un des ouvrages sur la telenovela et le débat social, le débat culturel. Un autre livre, celui-ci, le premier était de 2003, 2009, ce livre sur le cinéma brésilien, du cinéma novo à la retomada, 1955-1999, où là vous travaillez effectivement sur un autre média qui est le cinéma, plus de 40-45 films brésiliens, et sur certains thèmes importants, sur la déviance, la folie, l'exclusion, de nombreux thèmes qui associent à la fois l'anthropologie, mais aussi la psychologie, la psychanalyse, sur l'identité collective notamment. Et une sorte de trilogie, si la manière dont je la présente, c'est le troisième. C'est une trilogie. Une trilogie en 2012, donc beaucoup plus récent, sur les Indiens du Brésil, invisibilité et visibilité, en tout cas l'invisibilité médiatique, où vous étudiez la place occupée par l'Indien dans le documentaire et dans la fiction. Je me permets aussi, pour terminer cette présentation, présenter aussi un film que vous avez réalisé avec aussi Bernard Thomas. C'est un film qui s'appelle « Archéologie en Amazonie, la mémoire de la Terre », parce qu'effectivement, une des grandes questions de votre travail, c'est sur aussi la fondation, sur la mémoire, sur l'origine et justement de l'identité collective brésilienne. Vous montrez que l'Indien et le Noir n'ont pas la même place que le Blanc. Le Noir est l'objet d'un refoulement, l'Indien l'objet d'une forclusion. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces figures pourtant fondamentales, fondatrices, et dont finalement on remarque souvent l'absence et elles sont souvent en souffrance, ces figures. Qui brillent par leur absence, on pourrait dire. Hein. Effectivement, en fait, moi, quand j'ai commencé en 2001, enfin un peu avant, quand j'ai soutenu ma thèse, en 2001, ma thèse, elle mettait en perspective cette question de l'identité brésilienne, qui est toujours au cœur des productions culturelles. Je ne dis même plus seulement au cœur du cinéma, je pense que même dans la musique populaire brésilienne, la MPB, comme on l'appelle, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'être brésilien? C'est une vraie question pour le Brésil. Ce n'est pas seulement qu'une question pour le Brésil, je pense que c'est une question qui se pose en Amérique latine et plus largement dans les Amériques, parce que je pense que les bases fondatrices ou les bases identificatoires de ces pays, elle est problématique dans la mesure où les Amériques, elles se sont construites avec deux grands drames, l'ethnocide indien et puis l'esclavage noir, et que donc forcément ça laisse des traces y compris dans l'histoire de la violence finalement de tout ce continent qui est vraiment, qui mériterait aussi d'être mené à la lumière de cette histoire particulière. Donc dans ma thèse, je m'étais rendu compte que malgré un discours sur ce que c'est que d'être un Brésilien, il y avait dans la proposition qui était faite par les cinéastes, une mise en perspective de la composante blanche de l'identité brésilienne, c'est-à-dire celle qui nous vient des Européens et en particulier des Portugais, puisque le Brésil a été découvert, entre guillemets, entre gros guillemets, par les Portugais en 1500. Et là, les Noirs et les Indiens étaient vraiment mis complètement de côté. Alors moi, je parle effectivement de refoulement pour ce qui concerne les Noirs, c'était la proposition de ma thèse, parce que je pense qu'il y a à l'intérieur de la création brésilienne quelque chose qui vient de l'intérieur, comme le retour du refoulé. Vous savez bien qu'en psychologie, le refoulé, il se fait de l'intérieur. Quelque chose qui vient des profondeurs de notre inconscient va donner l'acte manqué, le lapsus. Donc ça va être des figures finalement du refoulement qui ressurgit, ça ressort. Mais qui vient de l'intérieur. Pour les Indiens, je parle en fait d'une forclusion parce que ça ne vient pas de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que le Brésil est à ce point, ou en tout cas l'était, depuis le retour à la démocratie, c'est autre chose, mais était à ce point aveugle à sa composante indigène qu'il ne concevait pas qu'il existe des Indiens
au Brésil. Pour vous donner l'illustration de ce que je dis, le grand cinéaste brésilien Glauber Rocha, qui est le plus grand cinéaste en fait brésilien de tous les temps, qui a marqué le cinéma novo, il dit à un moment donné dans un entretien qu'il accorde à Sylvie Pierre, il dit qu'en fait il aurait aimé faire des westerns avec des cow-boys et des Indiens, mais comme au Brésil, dit-il, il n'y a pas d'Indiens, je me suis rabattu sur les paysans du Nordeste. Or, si, il y a des Indiens au Brésil. Mais c'est pour vous dire à quel point... Ouais. Alors, je pense, je ne sais plus, ou c'est en discutant avec Sylvie Pierre, ou c'est dans son livre qu'elle met une note de bas de page en disant bien sûr qu'il s'agit d'une boutade. Non, 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 il ne s'agit pas d'une boutade. Il s'agit en fait d'une espèce de cécité collective sur la part des Indiens dans cette identité brésilienne, une part qui est tout à fait importante. Comme si la violence, l'histoire était impossible à assumer tout ou à à fait. redécouvrir. Ah oui, oui, moi je pense que c'est tout à fait Très ça. étonnant. Oui, je pense que c'est tout à fait ça, vous avez tout à fait raison de le présenter comme ça. C'est-à-dire que la violence faite lors de l'esclavage, elle est digérée en particulier au travers de la figure de la belle métisse, c'est-à-dire cette femme qui est métisse, noire, blanc, et qui est la figure de l'objet désiré, alors que l'Indien, lui, cette violence, cet anéantissement, cet ethnocide total des Indiens du Brésil, et qui se poursuit jusqu'à nos jours, parce qu'on pourrait aussi en parler, du suicide qui existe à l'heure actuelle des Indiens du Brésil, encore maintenant. C'est comme si ce n'était pas assumé c'était pas possible de l'assumer collectivement, y compris dans les productions culturelles, parce que voilà, c'est mon approche, comme vous l'avez un petit peu dit, elle est toujours très liée à l'anthropologie, donc je pense que tous les objets culturels, qu'il s'agisse de cinéma, chansons, ce sont finalement des vecteurs de compréhension des idéologies d'une société, des croyances, des valeurs. Et donc finalement, dans ces créations, il y a la mobilisation d'un certain savoir, de certaines croyances qui circulent finalement dans la société. D'accord. Et alors, est-ce que c'est comme ça justement, puisque vous êtes archéologue d'une certaine façon, et au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire vous allez figuré surtout. Je ne suis pas archéologue, attention. Oui, mais d'une certaine façon, vous allez redécouvrir quand même quelque chose qui appartient justement à cet espace-temps qui est quand même. Alors, je suis très honorée de m'entendre dire vous êtes archéologue d'une certaine façon. Parce c'est au sens métaphorique du terme, oui. Tout à fait, j'aime bien aller fouiller justement dans cette histoire qui est problématique et qui pour moi explique aussi des figures de la violence qu'on rencontre aujourd'hui dans le Brésil. Je crois qu'il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être des bases biochimiques d'une mémoire collective qui vient justifier cette très grande violence qui agite tout le continent latino-américain et qui fait que, effectivement, je pense que ce serait réducteur que de chercher toujours dans le présent et dans l'actuel les raisons de certains comportements, de certaines croyances. Donc il faut aller chercher plus loin. Et puisque vous parliez d'archéologie, que vous avez eu la gentillesse de citer ce film qui a été donc Archéologie en Amazonie. Tout à fait, qu'on a eu le bonheur de voir sélectionné au Festival du film d'archéologie d'Amiens et puis au Festival du film scientifique de La Réunion. Oui, tout récemment. Tout récemment. Justement, ce qui avait de très intéressant dans ce travail que je souhaitais faire justement avec Bernard, c'est qu'il s'agissait de donner aux archéologues la parole pour qu'ils montrent à quel point finalement l'archéologie elle raconte une autre histoire que l'histoire que nous raconte l'école. J'ai été à l'école au Brésil, je suis née au Brésil, j'ai connu l'école en France et j'ai connu l'école au Brésil, et moi l'école, je me souviens, c'était en 1500, le Brésil est découvert, c'est encore le terme qu'on utilisait, les Indiens n'existaient pas. Moi, dans les années 70, je ne savais pas. J'ai travaillé avec les Indiens du Nord-Est en 2012, je ne savais pas quand j'étais au Brésil qu'il y avait des Indiens dans le Nord-Est. C'est incroyable. Donc 1500, c'est l'année zéro en fait. C'est comme Allemagne, l'année zéro pour venir au cinéma. C'est le point de départ. Et ce qui s'est passé avant ça n'existe pas. C'est quand même assez incroyable. Et donc justement, le travail que vous faites sur les médias, c'est-à-dire quand même, je prends les médias au sens large, mais il y a à la fois le cinéma, les telenovelas, etc. C'est-à-dire quand même les vecteurs justement d'image, de communication, de présence. Ce qui fait, que vous l'avez dit tout à l'heure, la culture populaire. Mais c'est quand même ce qui est présent dans les mémoires et dans le temps
contemporain. Oui. En prenant cette distance de chercheur, d'analyse, qu'est-ce que ça vous permet de mettre à jour, justement? Justement, quand on travaille sur la question justement des médias, on se rend compte en fait, mais peut-être qu'on pourrait dire exactement la même chose en France, mais je laisse les chercheurs qui s'intéressent aux médias français faire cette conclusion. Mais on se rend compte en fait qu'au Brésil, les conglomérats médiatiques, parce qu'en fait ce sont des conglomérats, je pense à Globo, la Globo, la chaîne qui diffuse justement ces telenovelas, mais qui n'a pas qu'une télé. C'est une chaîne qui a des journaux, c'est une chaîne qui finance le cinéma, c'est une chaîne qui a des radios, c'est une chaîne qui produit de la musique. Ces grands conglomérats médiatiques sont, appartiennent à des familles. Et que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ces familles, si elles ont l'air d'être en concurrence entre elles pour des parts de marché, elles luttent toutes dans la société pour le même intérêt, l'intérêt des puissants, et que donc, forcément, les médias influencent la population, et on voit bien que ce qui se passe à l'heure actuelle au Brésil, c'est aussi le produit d'une certaine histoire finalement médiatique, une histoire qui nous est racontée au niveau médiatique, sur différents supports, la radio, la télé, le cinéma, voilà, on nous raconte une histoire et donc les gens sont influencés par cette histoire. Donc il y avait il n'y a pas très longtemps un hors-série du monde diplomatique que j'aime beaucoup et qui s'appelait « Faire sauter le verrou médiatique ». Voilà, au Brésil, peut-être que si on faisait sauter justement cette lecture médiatique, on verrait les choses d'une façon tout à fait différente. Parce que malgré la diversité justement des supports médiatiques, malgré la puissance des médias, c'est une illusion. On est quand même effectivement Globo, son nom là. Mais bien sûr, comme son nom. Oui. Il y a quelque chose de Et puis est-ce qu'il y a vraiment une diversité? Il n'y a pas vraiment de diversité. Dès lors que ce sont les mêmes qui, d'une certaine façon, luttent pour les mêmes choses, pour les mêmes intérêts, qui ont intérêt à présenter les choses toujours d'une certaine façon. Il n'y a pas de diversité. On entendra toujours les mêmes choses, quelle que soit la chaîne. Est-ce que ça produit une oppression sociale, par exemple? Sur quel plan ça se... Je pense qu'alors là, ça dépasse le Brésil. Je pense que ça produit une oppression dans le sens où on nous raconte l'histoire de la peur. On raconte l'histoire, finalement, d'une crise telle qu'il faudra encore que les pauvres se serrent la ceinture et que... Et puis au Brésil, on raconte l'histoire d'un rêve qui serait possible, et on le raconte notamment dans les telenovelas, c'est-à-dire qu'on peut transformer son destin grâce à la rencontre ou grâce à l'héritage. Enfin voilà, ça nous raconte des histoires dans lesquelles finalement le sujet, la révolte, elle a peu de place, je pense. C'est encore un peu des contes à dormir debout, des histoires pour enfants, je pense. D'une certaine façon. Mais les gens ont envie d'entendre ces histoires. On peut aussi comprendre que dans cette violence, on a envie de... Oui, ça crée un sentiment de sécurité, Oui, parce que le sujet impuissant, c'est exactement comme l'enfant. L'enfant qui se sent impuissant, il a envie qu'on lui raconte des histoires qui vont le conforter dans sa confiance. Je pense que voilà, si on... Mais ça, c'est très intéressant, je profite aussi pour vous le dire, c'est que dans votre travail qui est à la fois d'anthropologie, de sociologie, de médias, il y a une dimension justement psychologique, psychanalytique, qui est très très importante et qui permet aussi, j'utilisais le terme d'archéologue, de faire un peu un travail comme Foucault faisait, c'est-à-dire aussi de dégager de tous ces objets d'analyse quelque chose qui relève aussi d'une substance psychologique, psychique, collective. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse. C'est important aussi de dégager ces fils. Merci beaucoup, mais en fait, je voudrais rebondir là-dessus. En fait, ma première formation, ça a été la psychologie. J'ai commencé à 17 ans, quand je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite pour faire de la psychologie. Donc j'ai fait mon bac plus 5 en psychologie, plus de 5 ans parce que j'ai eu mes enfants et en même temps, donc ça a été plus long que prévu. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce titre de psychologue, titre auquel je tiens parce qu'il a été long à obtenir, puisque c'était à une époque de ma vie où je ne m'investissais pas que dans mes études. Mais c'est vrai que ces études, les stages que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu rencontrer ont d'une certaine façon irrigué le travail. Je crois que la première formation qu'on fait, elle marque un peu les autres. Je pense qu'elle est très très importante. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis, alors même que je travaillais déjà en tant que psychologue, mais je me suis un petit peu éloignée de la psychologie parce que même si j'avais choisi
dans la psychologie sociale, c'est-à-dire celle qui s'intéresse vraiment à l'articulation entre le sujet et la société, je voulais travailler sur des choses plus culturelles, plus générales que simplement un groupe en particulier. Hein. Donc voilà, au fur et à mesure, je me suis orientée vers les productions culturelles pour comprendre une société. Mais bon, voilà, je pense que on a besoin d'un petit peu de tout pour pouvoir vraiment avancer dans sa recherche et puis voilà, cheminer en gardant ce qui doit être conservé pour pouvoir nous aider à avancer et à réfléchir d'une façon... En tout cas, merci d'avoir cheminé avec nous aujourd'hui. Merci. Ma toute dernière question, c'est Boel Cohen. C'est un ethnologue sur lequel vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est un ethnologue assez mystérieux, assez inconnu. Tout à fait mystérieux. C'est une grande passion que j'ai pour cet anthropologue donc, américain qui est arrivé au Brésil dans les années 30 et qui, 2 ans après son arrivée, s'est suicidé le 2 août 1939. Il s'est lacéré le corps et il s'est pendu alors qu'il était avec des Indiens, les Indiens Krao. Et donc, cette histoire, elle est bouleversante. Pourquoi? Parce que c'est une figure oubliée de l'histoire de l'anthropologie américaine et de l'histoire de l'anthropologie brésilienne, alors qu'il a laissé quand même des écrits sur les Indiens Tloumaï. Et donc, il est devenu le personnage de fiction d'un roman brésilien très intéressant, 9 nuits, ça a été traduit en français, 9 nuits de Bernard Carvalho. Mais j'essaye donc de donner, à travers des articles, j'ai fait un article, j'ai présenté différentes conférences à travers le monde sur Boel Cohen. Et pour finir, je dirais simplement ceci, qu'au Brésil, j'aime beaucoup raconter cette histoire, parce que j'aime beaucoup l'aspect poétique que les Brésiliens ont avec les choses. Dans une de mes conférences où je disais que c'était important de parler de Boel Cohen parce on ne sait pas où il a été enterré, puisqu'il n'y a pas eu de stèle mise au Brésil, il y a une personne au cours d'un colloque qui a levé la main et qui m'a dit vous dites que vous souhaitez travailler sur Boel Cohen, mais en fait, ce n'est pas vous qui avez été chercher Boel Cohen, c'est l'amérante de Boel Cohen qui est partie vous chercher. Je trouve ça très très beau, très poétique, très beau qu'on me dise. Et donc voilà, ça m'incite à continuer. Donc j'espère terminer ce livre que je suis en train de rédiger d'ici quelques mois. Merci beaucoup Erika Thomas. Nous allons continuer à suivre vos travaux, à cheminer avec vous grâce à vos livres qui sortent et les prochains à venir. Merci à tous. À bientôt pour une prochaine émission de l'Atelier littéraire.